Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. On retrouve un habitué, Charles-Henri Monchot, hein, un grand expert, un grand analyste des marchés financiers, et j'avais des questions un petit peu pointilleuses à lui poser, donc ça tombe bien. J'ai trépigné d'impatience de te retrouver à nouveau. C'est pareil pour moi. Bonjour à tous. Merci Rachid. Alors, ma première question que je me suis notée, hein, c'est vraiment de la géopolitique, hein. C'est un peu, le monde est en train de s'embraser, je trouve, hein. Parce qu'au départ, on était sur une poudrière entre la Russie et l'Ukraine, même si à ce moment-là, on pensait tous que ça pourrait partir en troisième guerre mondiale. Finalement, on a le Moyen-Orient où le conflit s'étale avec Bloomberg, hein, qui a pricé de belles augmentations à venir sur le pétrole. Et bien sûr, hein, la Chine, Taïwan qui sont toujours en suspens. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, s'il te plaît? Est-ce qu'on va vers une troisième guerre mondiale ou est-ce que finalement, non, hein? Parce que là, Bon, alors, premièrement, évidemment, c'est toujours bien triste parce que c'est tout d'abord beaucoup de morts, beaucoup de désastres et c'est un problème qui va bien au-delà des marchés financiers et de notre quotidien. Deuxièmement, on a quand même toujours tendance à surestimer en fait les conséquences moyen-long terme sur les marchés. Je pense que Ukraine-Russie, c'est un exemple, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on est parti sur des projections qui pouvaient être assez catastrophiques et au final, les marchés, après des premiers mois assez compliqués, ont plutôt bien encaissé, en tout cas les marchés actions américains. Et puis, troisième point, c'est vrai qu'il y a quand même des conséquences, parce que si on reprend l'exemple de Russie-Ukraine, on voit qu'il y a eu des impacts très prononcé sur évidemment la situation macroéconomique avec les conséquences sur l'inflation et ce qui a ensuite enchaîné sur la politique monétaire, etc. Et donc, en ce qui concerne le conflit au Moyen-Orient, on peut dire que en gros, il y a trois possibilités. La première, c'est que ça reste relativement confiné. Et je veux dire, même si c'est une fois de plus assez terrible en termes de, disons, de conséquences humaines pour les mmh, marchés, ça n'a pas changé énormément de choses. D'ailleurs, on peut voir, puisqu'on reste pour l'instant dans cette hypothèse de conflit confiné entre Israël et la bande de Gaza, on voit que le VIX aux États-Unis, donc l'indice de la peur, est en dessous de 20, hein, ce qui montre une certaine complaisance des marchés. On a vu l'or un petit peu monter, mais sans plus. On a vu un peu de volatilité des marchés, mais rien de catastrophique. Et puis après, il y a deux autres, euh, euh, disons, scénarios. C'est ce qu'on appelle le proxy war, c'est-à-dire que ça se déplace en fait vers d'autres territoires, alors comme par exemple la Syrie ou le Liban. Et puis là, voilà, ça devient un peu plus compliqué, un peu plus globalisé. Et donc, on peut s'attendre à avoir un peu plus de tensions sur le pétrole et donc un peu plus de conséquences en termes macroéconomiques. Et puis, troisièmement, il y a le scénario, on va dire, du pire, qui serait une guerre plus directe entre Israël et l'Iran. Et là, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, notamment sur l'acheminement en fait, des matières premières, notamment le pétrole. Et donc, dans un scénario du pire, on pense qu'il y a une probabilité qui reste relativement contenue, on peut s'attendre à une hausse du pétrole, pourquoi pas jusqu'à 50 $, avec des conséquences sur l'inflation, mais aussi sur la croissance, parce que faut pas oublier que une hausse du pétrole, ça peut avoir des conséquences sur l'inflation, mais ça peut aussi évidemment tuer la croissance. Donc on pourrait avoir un scénario de stagflation que redoutent tant les marchés, c'est-à-dire moins de croissance, plus d'inflation, donc un peu l'effet ciseau mmh. à l'envers et qui n'est pas bon en fait pour les bénéfices des entreprises et qui n'est pas bon pour l'évaluation relative des marchés d'actions. Donc voilà, ça c'est un peu les trois scénarios. Une fois de plus, pour l'instant, le scénario de cœur, c'est en fait ce scénario confiné qui n'a pas d'immenses conséquences sur les marchés, mais évidemment, ça ajoute un petit peu à la tension parce que on le sait, hein, sur des niveaux très élevés sur les rendements obligataires. Donc, on n'a pas besoin en fait de plus de tension voilà, qu'actuellement. On le voit, hein, il n'y a pas eu d'effet. Les obligations n'ont pas joué le rôle de refuge qu'elles jouent d'habitude. Hein. Les rendements longs, les rendements obligataires longs ont continué de monter. C'est le pétrole et le franc suisse et l'or qui en ont profité, mais pas les rendements obligataires, parce que voilà, c'est plutôt inflationniste et donc pour l'instant, ça n'aide pas la situation. Et on sait que la hausse des rendements obligataires pèse sur
la direction des actifs risqués. Donc voilà, ce n'est pas une conséquence positive pour les marchés pour l'instant, mais ce n'est pas non plus le scénario du pire qui, lui, aurait des conséquences beaucoup plus prononcées sur l'ensemble des actifs. Bien sûr, je te remercie. Hem, Tout à l'heure, tu parlais du VIX. Il y a pas mal de corrélations en ce moment entre le S&P et le VIX, hein. L'un a tendance à descendre, l'autre a tendance à monter. Quels sont les points communs et les contradictions que tu pourrais nous présenter, nous en tirer, hein, finalement du VIX, hein, par rapport au S&P et à d'autres, hein, finalement? Alors, c'est assez logique, hein, il y a une corrélation négative euh, entre les deux. Donc, quand le VIX est bas, c'est-à-dire que les marchés sont sereins, enfin, les investisseurs sont sereins, donc automatiquement, en fait, le marché a tendance à monter. Et puis, quand le VIX monte, c'est-à-dire que la peur, en fait, la crainte des investisseurs est à la hausse, en général, ça a tendance à peser sur les marchés. Donc, c'est assez logique, en fait, qu'on ait cette espèce de décorrélation entre les deux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe aussi sur les marchés obligataires. Les marchés obligataires actuellement sont très nerveux. Donc, on a ce qui s'appelle le Move Index, qui est le sentiment le risque, en fait, la volatilité des obligations, et donc le risque d'obligation qui est à la hausse. Et en fait, les marchés obligataires, avec des rendements qui montent, les prix d'obligation baissent. Donc, on a exactement le même effet de corrélation négative, en fait, entre ce Move Index et par exemple les obligations du Trésor américain. Donc c'est assez logique. Ce qu'aiment les marchés, en fait, c'est la sérénité, c'est le calme, peu de volatilité, c'est-à-dire des marchés qui montent gentiment mais sûrement. Ça, c'est le scénario idéal. Une fois de plus, même si on a une volatilité implicite du marché, donc le fameux VIX qui est à la hausse, on reste en dessous des 20. Tu as commencé, Rachid, en nous faisant disons un résumé rapide de la situation actuelle, c'est-à-dire c'est Russie-Ukraine, Moyen-Orient, inflation, crainte de récession, et on a un VIX qui est en dessous de 20, c'est-à-dire complaisance du marché. Donc d'ailleurs, ça amène la question, c'est est-ce que quelque part, en fait, le risque n'est pas sous-estimé par les marchés? Tu vois, je prendrais plutôt cet angle-là, en fait. Exactement. Alors, justement, je vais revenir sur ce que tu as dit, par rapport aux bons du trésor et aux marchés obligataires, hein, qui s'effondrent. J'ai lu à un moment donné qu'un économiste, américain, bon, rédigeait un article en ce sens, hein. C'est de dire que voilà, ce qui peut arrêter le crash du marché obligataire en ce moment, ça va être, le crash du marché des actions. Tout à Qu'est-ce fait. que tu en dis? Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que pour l'instant, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça. C'est les rendements obligataires, ils ne montent pas que pour des mauvaises raisons. Les rendements obligataires, ils montent, si on prend le cas des États-Unis, parce que l'économie est meilleure qu'attendue. Le marché de l'emploi tient la route. On a vu les ventes au détail cette semaine meilleures qu'attendues. Enfin, d'une manière générale, les chiffres sont meilleurs qu'attendus. Il y a un indicateur qui s'appelle le Atlanta Fed Nowcast, donc qui essaie de prévoir quelle va être la croissance du PIB réel annualisé sur un trimestre. Pour l'instant, au troisième trimestre, on est sur un rythme de plus de 5,5%. Donc, on est très loin de la récession, là. Donc, forcément, quand on a ce genre de chiffres, les marchés obligataires, ils intègrent en fait ces chiffres-là. Ils disent, si l'économie tient la route, ça veut dire que la Fed ne va pas baisser les taux, elle pourrait même continuer à les monter, et donc on s'ajuste. Ça, ce n'est pas forcément disons, un risque de crash. C'est-à-dire que oui, les obligations montent, elles deviennent meilleur marché. Donc ça peut attirer peut-être certains investisseurs en actifs risqués dans les actions à passer des actions aux obligations. Mais d'un autre côté, si l'économie est forte, ça veut dire que les résultats des entreprises seront forts et ce n'est pas mauvais pour les marchés d'actions. Donc ça, c'est la partie, on va dire, c'est la belle partie, on va dire, hein, Mmh. c'est la partie positive. Après, il y a la partie négative. La partie négative, c'est quoi? C'est une des raisons pour lesquelles les rendements obligataires continuent de monter, c'est qu'on a un problème de politique fiscale aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens, elles ont des déficits très importants à financer, elles arrivent sur le marché avec des montants énormes
d'emprunt. Et comme en fait, la Fed est dans un mode de ce qu'on appelle quantitative tightening, c'est-à-dire qu'ils sont en train Ouais, de baisser la taille de leur bilan, donc c'est plus des acheteurs naturels. Comme la Chine et aussi des pays comme l'Arabie Saoudite sont beaucoup moins friands d'obligations du Trésor américain qu'avant, en fait, les investisseurs qui restent disent, OK, moi, je veux bien acheter les obligations, mais vu la situation fiscale des États-Unis, vu que je sais qu'il y a encore plus de papier qui va venir dans les mois qui viennent, si j'achète des obligations du Trésor, je vais être compensé en fait pour le risque. Donc, je vais un rendement obligataire en fait plus élevé. hmm, Et donc, ça, c'est un peu la mauvaise partie. Alors, pour revenir à ta question, est-ce que c'est en fait une récession ou voire un risque financier qui peut exactement. attirer les investisseurs vers les obligations américaines? Oui, sûrement, parce que dans ces cas-là, ça voudra dire que on part du principe que la Fed, tout d'un coup, va inverser sa politique monétaire, sa politique monétaire pour inverser en fait la tendance négative. Donc peut-être racheter les obligations, baisser les taux, etc. Et donc là, effectivement, dans un cas comme ça, dans un cas de figure comme celui-ci, on pourrait voir les rendements obligataires baisser. Ça, c'est un scénario probable, en fait, hein, ou disons un, un moteur probable de retour Hmm, des marchés obligataires, sauf si, en fait, la crise, parce qu'on parle d'une crise, hein, parce que tu as émis l'hypothèse d'une crise, bien sûr. devait venir d'un problème fiscal. Je vais prendre un exemple assez récent. C'était l'été dernier, on en avait parlé ensemble d'ailleurs. Crise au Royaume-Uni, hausse des rendements obligataires anglais, donc les gilts, Oui, crée un risque de crise de fonds de pension au Royaume-Uni. Les marchés actions avaient baissé, mais les rendements obligataires avaient également monté. Donc le marché obligataire était aussi en crash. C'est le crash obligataire qui faisait aussi crasher les actions. Voilà. On avait un ouais. double crash en fait, parce qu'on avait une crise souveraine. Donc, l'hypothèse que tu as mentionnée, avec tout d'un coup la crise financière qui vient je ne sais où, alors récession américaine voilà, qui met la pression, ok, très bien. Euh, ça peut effectivement créer disons, un rebond du marché obligataire, donc une baisse des rendements, mais n'écartons pas le risque de crise souveraine, parce que c'est ce qui s'est passé il y a un an en arrière au Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni, en fait, a cette habitude de souvent être un précurseur de ce qui peut se passer ailleurs. En général, ils ont un peu d'avance. C'est comme Hmm, ça, c'est comme ça. Et là, ça pourrait être le cas. Donc, il faut vraiment surveiller de très près la situation fiscale des États-Unis. Je rappelle qu'ils n'ont toujours pas réélu en fait de président de la Chambre. Ça a l'air très compliqué. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ça crée le risque d'un nouveau shutdown en fait. Donc fermeture en fait de hmm. certains services publics à fin novembre. Donc ça reste une situation compliquée. Donc attention en fait de ne pas toujours baser en fait les scénarios de marché sur ce qui a pu être observé en fait dans le passé, parce que c'est vrai que on dit toujours l'histoire ne se répète pas, mais souvent elle rime, mais pas toujours. Des fois il y a des éléments inattendus, il y a des relations en fait entre les classes actives inattendues, et une crise fiscale, une crise souveraine pourrait effectivement changer la donne et pas forcément créer les décorrélations qu'on a pu observer dans le passé. Bien sûr. Je rebondirai sur une chose, hein, que Janet Yellen a dit il y a 2 jours, il me semble, hein, c'est que les États-Unis peuvent se permettre de, mener, enfin de participer en tout cas à 2 guerres, simultanément. Quand on voit leur niveau, d'endettement, je comprends pas. Hein, personnellement, bon, c'est de la politique politicienne, j'imagine, hein, parce que je vois pas comment est-ce qu'elle peut dire ça, au vu du poste qu'elle occupe, qu'elle occupait également précédemment. Donc ça me paraît assez fort de café, on va dire. J'ai été étonné aussi, sachant que, alors d'un côté, c'est vrai que quelque part, hein, disons que la dette peut continuer de monter. Enfin, les États-Unis ne feront pas défaut. Ce qu'ils peuvent faire, par contre, c'est quelque part, c'est d'évaluer leur devise en disant ça, c'est notre devise, c'est votre problème, hein, on connaît bien l'adage. Donc, ils Exactement. peuvent continuer en fait à accumuler de la dette, à imprimer du papier. Et puis, en fait, la dévaluation, elle sera, enfin, il n'y aura pas de défaut, mais il y a une espèce de dévaluation de la valeur de l'argent, tout simplement via l'inflation, par exemple. Hein, il faut recréer l'inflation. Euh, et donc, du coup, voilà, ça te fait perdre la valeur réelle de l'argent. Ce serait un peu leur moyen, en fait, de financer
l'endettement et puis ensuite les déficits. Attention quand même toutefois, parce que en fait, les États-Unis ont mené cette politique pendant des années, mais quand en fait la dette leur coûtait pas grand-chose en fait. Elle Oui, leur coûtait, on va dire en moyenne 1,5%. Donc 1,5%, si tu regardais le budget américain, c'est pas très élevé en fait dans l'ensemble des dépenses. Mais attention parce qu'en fait, et c'est pas moi qui le dis, c'est le CBO, le fameux CBO, hein, qui est en fait l'organisme qui est chargé de faire des projections en fait budgétaires en face du mm, Congrès. En fait, en extrapolant en fait ce qui est en train de se passer en termes d'endettement et au vu de la direction prise par les taux d'intérêt, prévoit que en fait le coût de la dette pourrait atteindre, enfin le coût pour servir la dette, donc les intérêts en fait oui, de cette dette pourrait atteindre 20, 25, 30% des recettes fiscales. C'est d'ailleurs, ça a dépassé pour la première fois, en fait, puisque tu as commencé avec cette question, les dépenses militaires, en fait. Donc, la dette coûte plus cher que les dépenses militaires. exactement. Donc, c'est difficile ensuite de dire qu'ils peuvent mener plein de guerres, parce que, je veux dire, si à un moment donné, cette dette, elle te coûte beaucoup d'argent, on verra d'ailleurs comment est-ce qu'ils vont pas venir avec des solutions par rapport à ça, hein. J'ai toujours dit, une des surprises l'année prochaine, ça peut être ce qu'on appelle le yield curve control, un peu comme au Japon, c'est-à-dire que en fait, il faut en Exactement. monnaie un pour acheter la dette à long terme, comme ça, tu es sûr que les rendements obligataires ne montent pas, et que ça ne coûte pas trop cher. On verra en fait ce qu'ils vont pouvoir nous sortir du chapeau, mais à un moment donné, il y a quand même des limites à tout, quoi, hein. Dire qu'on Exactement. moi, j'aimerais bien, hein, toi aussi, je pense, pouvoir dépenser sans limite. Euh, Exactement. mais malheureusement, c'est pas possible, quoi. Donc, C'est ça. Alors, bon, du coup, c'est des questions qui viennent comme ça, hein, au fil de l'eau et je suis en train de me dire, mais à un moment donné, enfin, personnellement, hein, ça n'engage que ma réflexion et je n'ai pas ton niveau, hein, mais à un moment donné, on file clairement vers les 50 000 milliards de dettes, hein. À un moment donné, je me dis: «À partir de quel niveau est-ce qu'on peut s'inquiéter d'un éventuel défaut, des États-Unis de manière partielle, hein, sur leurs dettes?» Comme on a déjà pu le voir à travers l'histoire, bah, la France, par exemple, a déjà fait défaut de sa dette, des 2 tiers de sa dette dans son histoire, hein, ça a été oublié. Bon, moi, je l'ai rappelé dans une vidéo sur, l'inflation, mais à un moment donné, je me dis que le scénario pour les États-Unis pourrait être, si on continue comme ça, à court terme, hein, vu les taux qu'on a actuellement et l'envolée de leurs intérêts, quasi quotidiens, j'ai envie de dire, assez rapidement, se retrouver, enfin, je pense qu'assez rapidement, ils pourraient se retrouver dans une impasse. Je sais pas, je me dis peut-être un chiffre comme, 1 an et demi, 2 ans, tu sauras mieux nous répondre, sur ce point-là? enfin, alors ça, c'est moi. Je ne suis pas économiste, mais écoute, de ce que j'ai lu et de la manière dont je perçois les choses, c'est une fois de plus, c'est que en fait, ça ne s'appelle pas un défaut, en fait. Ça ne s'appelle pas un défaut, mais c'est en fait, tu perds de manière réelle. En fait, Oui. c'est tout le problème d'ailleurs de ce qu'on appelle des devises dites fiat, hein. Mmh. Je rappelle quand même que jusqu'aux années 70, soit 70, en fait, la monnaie était quelque part, devait avoir un espèce de collatéral en face. L'or, L'or, c'est un collatéral qui, même si tu reviens bien avant, en fait, oui. dans l'histoire, ça pouvait être des coquillages, ça pouvait être n'importe quoi. Et Mmh. souvent, en fait, le collatéral venait du travail. Il y avait une Ah. valeur tangible, voilà. Mmh. Il fallait, pour aller chercher de l'or, il fallait travailler, il fallait creuser, et puis voilà, tu avais Oui. ça. Ok. Et puis, à partir du moment où on a dit non, mais il n'y a plus besoin en fait, de collatéral, on le voit, en fait, c'est juste imprimé. Et en fait, on est dans une expérience. Je regarde la très longue histoire de l'humanité. Mmh. C'est la première fois, en fait, donc ça fait maintenant, ça fait plus de 50 ans que ça dure, mais on est dans ce modèle, en fait, fiat, et on ne sait pas comment ça termine, en fait. Alors, on peut peut-être faire des projections, et voir comment ça se passe au Japon. On voit au Japon, en fait, ils ont voilà, plus de 200% de dette du PIB, et ils ont en place cette politique monétaire. Alors, ils ont pu se le permettre aussi parce qu'ils partaient de déflation ou d'inflation très basse. On va voir comment est-ce qu'ils vont gérer les choses à plus long terme. Mais dans le cas des États-Unis, voilà, ils peuvent continuer en fait cette expérience. Et comme je t'ai mentionné avant, en fait, la manière dont on est pénalisé en tant que porteur de dette, et ça peut être le même cas en Europe, hein, c'est que quelque part, la valeur de notre argent perd de sa valeur réelle. Exactement. Et c'est Mmh. pour ça que certains disent, ben, le meilleur moyen, en fait, de se couvrir contre cette tendance, ben, ça peut être, par exemple, d'acheter des actifs tangibles. Ça peut être l'or, par exemple. Certains parlent du Bitcoin en disant, tiens, là, il y a un collatéral qui est aussi… Alors, ce n'est pas du tangible comme on a connu avec Oui. d'autres monnaies dans le passé, mais bah, quelque part, il y a on va dire le collatéral, en fait, c'est la puissance de calcul.
il y a une offre limitée. Et donc, du coup, ça peut être un moyen en fait, de se défendre contre cette inflation. Mais on peut prendre un cas plus extrême. Si on regarde par exemple la Turquie, qui a une inflation de 70 à 80%, avec là Ouais, aussi une politique monétaire très compliquée, une politique fiscale très compliquée. En fait, le meilleur moyen de se protéger, c'était d'acheter de l'immobilier et des actions. Donc, en fait, c'est ça, hein, dans un système fiat, où il y a quelque part une dévaluation de la monnaie, ce qu'on appelle le money debasement, en fait, tu as deux choix. Ou tu dépenses, ou tu te protèges en investissant dans certains types d'actifs. Si tu restes en cash, même avec des taux d'intérêt élevés, à un moment donné, tu te fais avoir. bien Les sûr. autres, c'est pareil. Donc là, il faut avoir une stratégie. C'est où tu dépenses, ou tu te couvres. Voilà. Donc, donc, je suis pas en train de décrire la fin du monde. Je suis juste en train de dire que si les choses continuent, il faut adopter certains réflexes. Bien Ce ne sûr. sera pas forcément le défaut. Tu ne vas pas forcément de voir de ton vivant, je pense, un défaut des États-Unis, mais ça a d'autres conséquences, c'est la dévaluation en fait, de la monnaie et la perte de ton pouvoir d'achat. Hmm. Très bien, je te Et remercie pour... ça peut valoir aussi en Europe d'ailleurs, hein, je veux dire. Exactement, ouais, complètement. Alors, je te remercie pour ta réponse et j'aimerais juste rebondir parce que tu as à deux reprises parlé de l'YCC et justement, ça fait partie des questions que je voulais aborder avec toi. Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, parce que le Japon, depuis janvier dernier, hein, j'avais fait une vidéo avec un ancien patron à moi pour qui je travaillais en Suisse, hein, et on avait donc fait une interview sur l'YCC, sur la politique du Japon en ce sens, et a priori, elle devait y mettre un terme. Et donc, de plus en plus, hein, on a des signaux de la part de la Banque of Japan, hein, qui finalement indique qu'elle est prête à réagir si nécessaire. Et le simple fait qu'elle le dise de façon aussi répétée sur des délais de plus en plus courts tend à m'indiquer qu'elle est finalement qu'elle peut finalement bientôt y mettre un terme à son programme YCC. Ce qui Ouais. pourrait impacter les bons du Trésor US, hein, finalement. Parce que ça va quand même être une fuite de capitaux des États-Unis vers le Japon, a priori, hein. Donc, je ne sais pas, partage-moi ton analyse, hein. Ouais, bon, non, ce que tu dis, que tu as très bien résumé les choses, hein, c'est qu'effectivement, c'est un risque. C'est-à-dire que C'est ça. le jour, en fait, où on a disons, alors la fin du YCC, ça paraît compliqué. Ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'ils donnent un peu plus de latitude. Mais Ouais. même, il y aura forcément un effet. C'est-à-dire que, en fait, tu auras une appréciation du yen, une hausse des rendements obligataires japonais, et par ricochet, moins de demandes. D'ailleurs, on le constate déjà un petit peu, hein. Je pense que les investisseurs japonais se préparent à tout ça. Voir aussi que c'est assez intéressant ce qui se passe au Japon, c'est qu'ils mettent en place aussi beaucoup de programmes pour que les particuliers, en fait, investissent leur épargne dans les actifs risqués, comme les actions japonaises. Ce qui fait d'ailleurs que le marché d'actions japonaises, nous, ça a été un de nos principaux paris cette année. C'est un marché qui se comporte très bien. Euh, Parce que tu as cette demande en fait des particuliers, parce que aussi tu as des sociétés qui sont réinventées, parce que pour l'instant ils profitent d'un yen faible, et puis parce que l'inflation ça leur fait du bien. Il ne faut pas oublier que de vivre dans un monde déflationniste, c'est jamais très bien non plus. Bah Tu oui, reportes surtout. tes dépenses, etc. Là, ils ont des hausses de salaire, ils disent Hmm. qu'il faut acheter maintenant parce que sinon ce sera plus cher. Donc pour l'instant, le Japon est une espèce de ce qu'on appelle le sweet spot. Mais c'est vrai que c'est un peu comme une épée de Damoclès, le jour où il y a je dirais pas la fin du YCC, mais disons un peu une relaxe de certaines conditions, les conditions actuelles du YCC, il y aura forcément des effets. Maintenant, ils ont certainement on va dire des niveaux clés en tête. Ils regardent beaucoup le niveau de 150 dollars yen contre dollar. Tout le monde le regarde d'ailleurs, hein. Oui, C'est une des premières choses que tout le monde va regarder le matin en se levant, en tout cas ceux qui sont sur les marchés. ouais. Euh, Ça a l'air de tenir pour l'instant parce que je pense que le marché craint beaucoup des interventions assez brutales si ce niveau venait à casser. Mais après, peut-être qu'ils se disent on peut encore vivre jusqu'à 160, 170. Après, le truc, c'est que oui, ils ont eu une inflation au départ. Elle a monté jusqu'à 4%. Elle est en train quelque part, de se stabiliser, même voire baisser un petit peu. Donc, eux, ils se disent si on arrive à vivre pendant un moment avec 2 à 3% d'inflation, au final, c'est pas plus mal non plus pour notre économie. Ce qui pourrait vraiment se compliquer pour eux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont importateurs, en fait. C'est de très gros importateurs de pétrole.
Mmh. Imagine le pétrole qui va au plafond, avec un dollar qui continue de se renchérir. Là, par contre, ils ont un problème. S'ils ont un yen faible, avec un pétrole qui vaut très cher, là, c'est inflationniste. Ouais, Ça pèse effectivement. sur leur balance courante. Enfin, il peut y avoir un scénario qui est beaucoup plus compliqué pour eux. Donc, je pense que c'est là, en fait, où le YCC va être testé, en fait. On n'y est pas encore. Mais c'est une épée de Damoclès, je pense, sur le Japon, au-dessus de la tête du Japon, mais aussi au-dessus des marchés de manière générale. Très bien. Hem, un phénomène assez intéressant ces dernières semaines, c'est le jus d'orange. Ouais. Il fait que monter, un peu comme si c'était enfin, on dirait qu'il est en train de devenir un je fais un parallèle avec l'or, hein, forcément, il est en train de devenir un peu une valeur refuge. Qu'est-ce qui se passe avec le jus d'orange? Bon, c'est un cas très particulier. Alors, c'est ce qui se passe parfois avec les matières premières. Les matières premières, on sait, c'est l'offre et la demande. Ouais, Et il peut y avoir en fait, des mouvements extrêmement brutaux. Alors, il y a eu en fait, des récoltes en Floride qui ont été vraiment endommagées par la saison d'ouragan l'année dernière, l'été dernier. Et malheureusement, ça a continué avec un hiver qui était assez compliqué. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation en fait, de pénurie d'offres au moment où la demande est plutôt soutenue. Et donc, souvent, dans des cas pareils, en fait, de déséquilibre offre et demande, euh, les spéculateurs viennent s'en mêler et donc, voilà, viennent en fait quelque part exagérer le mouvement haussier. Mais on sait que, alors, tu OK. vois, typiquement les CTAs vont dire, tiens, il y a un mouvement. Là, ils sont en manque en fait de mouvement haussier très clair. Et ce que tu as décrit est très juste. Hein, c'est une espèce de ligne droite haussière. Et du coup, là, ils sont en train d'un peu exagérer le mouvement. Mais attention, parce que des mouvements comme ça, on l'a vu dans l'histoire, enfin, ça peut être très brutal aussi à la baisse. Hein. Exactement. Souviens-toi de ce qui s'est passé sur le gaz naturel l'hiver dernier. Je veux dire, quand Ouais, ça s'est renversé, c'était extrêmement violent. Donc, j'invite tout le monde à faire très attention en fait en investissant dans ce genre en fait de marché relativement quand même étroit avec des volumes qui sont pas si importants et là qui sont voilà basés sur un phénomène qui peut aussi se retourner et en plus de ça avec des spéculateurs qui eux-mêmes peuvent se retourner encore plus vite. Donc il faut juste faire attention en fait avec ce type d'actifs. Voilà. ça marche. Merci pour le conseil et alors justement, tu parlais de correction de marché, hein, sur le jus d'orange. Globalement, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une correction des marchés? Il y a de plus en plus de signaux, hein, de traders, hein, qui disent qu'il peut y avoir une correction qu'il va y avoir une correction même des marchés, globaux enfin globale, hein, genre aux États-Unis, en Europe également, pour le premier semestre 2024. Alors bon déjà j'ai envie de faire une remarque, c'est que je pense qu'il ne faut pas vivre en fait dans la peur d'une correction parce que si ça fait 25 ans maintenant que je travaille dans les marchés financiers, si j'avais juste en fait tous les mois mis de l'épargne long sur les marchés d'actions sans jamais prendre de quelque part de bénéfices, en particulier sur les marchés américains, je pense que j'aurais un tout autre portefeuille parce qu'en fait, il faut pas avoir cette peur, il ne faut pas essayer de timer les marchés. C'est la tendance naturelle. Hein, voilà, tu prends une pomme, tu la laisses tomber, elle tombe. Tu la lâches, elle tombe. Ben, les marchés financiers, la tendance naturelle, c'est de monter parce que ça représente quelque part la croissance économique qui elle-même représente le progrès humain. Donc, c'est une tendance naturelle. Et voilà, il y a de plus en plus de gens avec de l'argent qui doivent investir cet argent. Et donc, ça va sur les marchés financiers, les sociétés sont de plus en plus productives, etc. Donc, c'est une tendance naturelle. Et de toujours, en fait, se dire, mon Dieu, quand est-ce que je vais avoir une correction, il faut que j'attende, etc. C'est pas un bon réflexe à avoir. Il faut plutôt, sur les marchés, quand on investit sur les marchés, il faut plutôt être né, en fait, optimiste. Ça, c'est ma première remarque. Ensuite, souvent, les corrections, elles s'attendent au moment où on n'attend pas, justement. Ça provient on va dire, d'éléments exogènes, de ce qu'on appelle le unknown unknown. Donc voilà, il n'y avait aucune possibilité d'anticiper ce qui arrive. Alors ensuite, concernant la correction possible en 2024, écoute, qu'est-ce qui pourrait créer ça? Pourquoi pas une récession aux États-Unis? Pourquoi pas un accident financier? C'est vrai que ça, c'est dans les éléments, on va dire, un peu négatifs, les éléments de risque. Quand tu as eu comme ça 18 mois de hausse de taux
et la hausse de taux la plus forte, en fait, Mmh. la plus brutale depuis les Oui, années 80, bah, il y a toujours des accidents. Il y a toujours des accidents qui arrivent. Alors, est-ce que ça sera l'immobilier, par exemple? On voit en Allemagne, hein, l'immobilier est en ouais, train d'aller plutôt mal. En France, je sais que c'est sous pression. Aux États-Unis, il y a l'immobilier commercial qui qui va a un très vrai mal, ouais. problème. Au Canada, voilà, il y a une bulle, etc., qui menace d'exploser. Donc, ça peut être l'immobilier, ça peut être l'excès de levier chez certains acteurs financiers, ça peut être les cartes de crédit chez le consommateur américain, hein, parce que ça, on le sait, ça va Ah au oui, plafond. En ce moment, ils payent 20% d'intérêt sur leur dette à ouais, court terme. Voilà, donc euh, voilà, ça peut venir en fait ou des marchés financiers ou de l'économie. Mais voilà, dans les éléments positifs, on a quand même des entreprises qui se portent plutôt bien. Il ne faut pas oublier que l'inflation, un des avantages de l'inflation, c'est aussi quelque part de gonfler la croissance nominale. Donc, qui dit croissance nominale, dit croissance des chiffres d'affaires des entreprises. Oui, les bénéfices, les multiples d'évaluation sont élevés, mais si on enlève en fait les Magnificent Seven aux États-Unis, hein, les 7 grandes boîtes liées à l'intelligence oui, artificielle, on a un PE du marché qui est en dessous du PE médian historique. Donc, il n'y a pas que des éléments négatifs. Par contre, l'année prochaine, c'est un peu l'année de tous les dangers parce qu'on a une année, c'est une année électorale aux États-Unis. Voilà, on sait qu'il y a des conflits effectivement qui sont en cours, ouais, mais le risque est toujours là. Le risque est toujours là sur les marchés, mais par contre, voilà, l'économie continue de croître sur le long terme, les bénéfices sont en croissance sur le long terme, donc il faut essayer d'avoir un plan long terme et un peu la Warren Buffett, hein, lui, il a toujours dit, mais quelque part, pour moi, la volatilité des marchés, la correction, les corrections, c'est les opportunités d'achat. Donc, en fait, oui, je fais ma liste en fait, des entreprises préférées et le jour où il y a une correction, paf, j'en profite, je vais faire mon shopping et ensuite, je bâtis un portefeuille long terme exactement. et bien performé. Mmh, exactement. Bah, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour pour le moment. Je te remercie beaucoup pour ton intervention et ben, j'ai envie de te dire au plaisir de te revoir, hein, comme d'habitude, sur ma chaîne pour d'autres questions, au fur et à mesure que les choses vont évoluer. Merci beaucoup, merci Charles-Henri, puis bon, bah, une prochaine fois. Merci Rachid, c'est super sympa comme d'habitude. Merci beaucoup. Ciao, Merci à tous ciao. qui nous écoutaient. Au revoir. Au revoir.